Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Aujourd'hui, un numérique pour tous spécial public-privé. Quel dialogue au service de la croissance. En effet, comment soutenir l'entrepreneuriat en temps de crise, comment aligner innovation et régulation et comment protéger chaque jour davantage nos données. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial public-privé, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial public-privé pour mieux comprendre le dialogue qui s'instaure au service de notre croissance économique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir notre premier invité, Paul Midi. Paul, bonjour, vous êtes député de l'Essonne, membre du Conseil national du numérique, cofondateur de Paris Digital. Paul, pour qui suit activement votre activité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un jour où on ne vous voit pas sur une chaîne de télévision ou de radio. C'est politique, le numérique ? Alors le numérique, c'est très politique, c'est parfois pas très médiatique. Vous avez vu que ces derniers jours sur les plateaux, j'ai surtout parlé de la réforme des retraites, qui est une réforme certes impopulaire, mais je crois très nécessaire et importante à défendre. Mais donc oui, le numérique, c'est très politique. Sans la French Tech, on ne fera pas le plein emploi. Et donc je crois que mettre fin au chômage dans ce pays, c'est très politique. On ne fera pas non plus la transition écologique sans la French Tech, sans nos startups, sans nos PME innovantes. C'est le GIEC qui le dit, 50% des innovations dont on a besoin pour aller au zéro carbone à 2050 ne sont pas encore identifiées, développées. Et puis si vous prenez des sujets parfois effectivement un petit peu plus médiatiques, on a 60% de nos jeunes de 18 à 25 ans qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Alors Paul, on ne va pas tout déflorer, mais j'aimerais juste revenir sur un thème essentiel qui préoccupe quand même nos auditeurs, hein, c'est le thème de nos retraites. Très concrètement, pourquoi ce thème n'a pas fait l'objet d'une consultation démocratique ? On a les outils aujourd'hui pour associer nos citoyens à des grandes décisions. Alors je vous trouve très dur parce qu'il a quand même fait l'objet de beaucoup de consultations. Ça a commencé déjà bien avant la campagne présidentielle. Mais ça a été un des moments forts de débat dans la campagne présidentielle l'année dernière. Ça a été un moment très important dans la campagne législative. Moi, j'en ai beaucoup parlé pendant ma campagne législative l'année dernière. Il y a eu ces 6 derniers mois beaucoup de discussions, de négociations avec les partenaires sociaux, avec les différents groupes politiques. Et c'est arrivé hier, enfin en tout cas en début de semaine, à l'Assemblée nationale pour des débats qui sont, je crois, extrêmement intenses. Et donc ça sera à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et donc vous voyez, c'est comme ça que marche notre démocratie représentative. On va suivre bien tout le process et j'espère que cette réforme sera adoptée. On va suivre tout ça. Alors, on en vient à l'entrepreneuriat, parce que pendant ce temps, il faut quand même travailler. Hein. Vous avez vous-même été entrepreneur, puisque vous avez collaboré ou dirigé des startups comme Jumia ou Frishti. Entreprendre en temps de crise, Paul, c'est facile ? Non, mais c'est là que c'est presque le plus intéressant. Vous savez, un entrepreneur ou quelqu'un qui développe des startups ou des PME innovantes, il va trouver ou elle va trouver les opportunités de marché là où il y a des choses justement compliquées à faire. Et un temps de crise, ça peut être un moment pour aller trouver justement des opportunités que d'autres ne sont pas allés chercher. Mais il faut savoir de quelle crise on parle. Est-ce qu'on parle de la crise de l'énergie ? Il y a des opportunités. Est-ce qu'on parle de la crise du pouvoir d'achat ? Il y a des opportunités. Est-ce qu'on parle de la crise écologique ? Et là, il y a encore plus d'opportunités. Vous savez que nous, notre objectif, c'est d'aller développer en France 100 licornes à 2030, mais dont 25 licornes vertes qui vont participer à faire la transition écologique. Une licorne, je le rappelle, c'est 1000 milliards de valeur en capitalisation boursière. C'est une start-up, on va dire. C'est une start-up qui a très bien réussi et qui est valorisée à plus de 1 milliard d'euros. C'est ça qu'on appelle une licorne. Voilà. Donc c'est une grosse start-up qui a bien réussi et qui a créé beaucoup d'emplois. Alors pour entreprendre, il faut de l'argent, hein, et on a vu de très beaux résultats de levée de fonds en 2022. Mais avec l'augmentation de l'inflation, les taux de la Banque centrale européenne récemment et la crise en Ukraine, vous craignez pas que ces levées de fonds se tarissent un petit peu ? Alors c'est un très bon point. C'est-à-dire on est sur une trajectoire qui est absolument exceptionnelle de développement de notre écosystème de start-up. Il y avait les levées de fonds, si vous regardez en début 2017, c'était à peu près 1 à 2 milliards d'euros. L'année dernière, année record, plus de 13 milliards d'euros. On a fait presque x10 sur notre capacité à investir dans les startups et avec les créations d'emplois qui arrivent derrière. C'est vrai qu'avec la hausse des taux de la BCE, l'inflation qui est forte, la crise en Ukraine,
ça refroidit les investisseurs et on voit depuis quelques mois cette trajectoire de levée de fonds partir un peu dans le sens contraire. Et donc il faut qu'on arrive à mettre toute notre énergie et tous nos moyens pour continuer à accélérer cette dynamique de création de start-up. Et concrètement, vous avez des solutions Concrètement, par exemple, la Première ministre m'a chargé d'une mission auprès du gouvernement pour trouver tous les outils de soutien à l'investissement dans nos start-up, nos PME innovantes et nos PME en croissance. Ça part d'une promesse du président de la République dans sa campagne de 2022, de dire comment on met en place en France un outil fiscal qui a très bien marché ces 30 dernières années en Angleterre, qui s'appelle SEIS, EIS, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment on le met en place pour aller chercher avec ça et d'autres outils au moins 1 milliard d'euros supplémentaires d'investissement dans nos startups chaque année, 5 milliards sur un quinquennat, et ça permettra de créer plus de 100 000 emplois. Et donc ça, c'est le travail qu'on lance cette semaine et qu'on va faire dans les 6 prochains mois avec tous ceux qui sont intéressés, tous les experts de l'écosystème. Mais si vous avez des idées sur les startups, sur comment développer les PME innovantes, moi, je vous engage à aller sur mission-midy.fr. On a lancé une grande consultation ouverte à tous où vous pouvez donner vos idées sur comment on va aller chercher ce milliard d'euros supplémentaires d'investissement dans nos startups. Donc un vrai débat démocratique. Exactement, participatif. Parfait. Mais alors Paul, on a quand même le sentiment un petit peu que ces levées de fonds sont le fruit des startups qui sont dans les grandes villes. Est-ce que les territoires ont droit eux aussi de bénéficier justement de ce soutien et comment vous les accompagnez ? Oui, évidemment. Et là, je veux casser quelques a priori parfois qu'on entend. Effectivement, 30% de nos startups sont en Île-de-France. C'est beaucoup et c'est un biais important. Mais donc 70% de nos startups sont hors Île-de-France. Et si vous regardez aujourd'hui ce que ça représente, c'est 5 à 10% de notre économie. C'est plus que le secteur de l'automobile et de l'aéronautique réunis. Et surtout, c'est un tiers, comme je vous le disais tout à l'heure, de notre chemin pour aller vers le plein emploi. Il faut qu'on aille créer entre 1 million et 1,5 million d'emplois pour aller vers le plein emploi. Et cette French Tech, ces startups, ces PME innovantes, elles peuvent aller nous créer dans les prochaines années entre 300 000 et 500 000 emplois. Ces emplois, ils ne sont pas à Paris. Ce sont les emplois qui sont sur les territoires. Et donc, il faut accompagner cette dynamique sur les territoires. C'est l'objectif d'ailleurs des capitales et des communautés French Tech. Vous savez, qui sont partout sur le territoire. Moi, j'en ai une qui vient d'être développée, annoncée sur mon territoire de Paris-Saclay. Donc, c'est pas très loin de Paris, mais c'est quand même... voilà, c'est une illustration de ce qui se passe sur nos territoires. Et puis, je voudrais citer un exemple. C'est qu'on a un focus très important sur la deep tech. La deep tech, c'est l'industrie de demain. Alors, la deep tech, on précise, ce sont en fait ces startups avec des gros algorithmes un peu costauds. C'est des grosses technologies qui sortent de laboratoire. C'est par exemple l'ordinateur quantique, c'est la voiture à hydrogène, c'est les piles à combustible. Et ça, c'est des startups qui, dans leurs premières années, créent des usines dans nos territoires, créent de l'emploi industriel. Et donc, on accompagne ça. Le gouvernement a annoncé 500 millions d'euros supplémentaires récemment, mais ça c'est de l'emploi industriel dans nos territoires, dans les PME, partout en France. Alors j'ai une question Paul, parce que l'innovation qui vient du privé va quand même beaucoup plus vite que la régulation qui est mise en place, qui est souvent en réaction. Comment vous arrivez à synchroniser, on va dire, le rythme de ces belles innovations et puis calmer quelque part ce qui se passe avec une loi qui soit suffisamment flexible et qui accompagne la croissance ? Vous avez raison, les entrepreneurs vont souvent beaucoup plus vite que les régulateurs. Et il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre. Il ne faut pas qu'on tue avec la régulation des très belles entreprises. Prenez comme par exemple Sorar, qui est une de nos plus belles licornes. Effectivement, on ne sait pas trop dans quelle case de régulation, de règlement la mettre. Sorar qui fait quoi pour nos Sorar qui fait, en fait, si je fais très simple, c'est les cartes Panini en NFT. D'accord. Voilà, pour tous ceux qui jouent au foot ou qui aiment le basket, ils achètent et ils construisent des équipes. Et ils jouent après avec ces équipes. Donc ça a un succès fou. Mais effectivement, c'est une activité qu'on ne sait pas bien mettre dans une case réglementaire aujourd'hui. Donc il faut adapter notre réglementation, mais il faut faire attention de ne pas avoir tué des entreprises entre-temps. Il y a des exemples où on a été très bon et la réglementation a aidé des secteurs. Si je prends le secteur de la des crypto-actifs, on a été les premiers en Europe, en France, à réguler ce secteur.
Et les acteurs qui sont venus voulaient s'installer en Europe, sont venus en France parce qu'il y avait une régulation. Ils savaient au moins à quelle sauce ils allaient être mangés, ce qui n'était pas le cas dans les autres pays. Et le double effet qui se coule, c'est que cette régulation, comme elle était bien faite en France, l'Europe s'en est inspirée et c'est devenu la réglementation européenne. Et donc on arrive comme ça à attirer des acteurs internationaux en France parce qu'ils sont sereins sur le fait que ça va être leur hub pour conquérir l'Europe. On peut dire qu'on a un rôle modèle alors dans ce domaine, ça fait du bien. J'aimerais entendre votre position sur l'éducation et surtout l'éducation au numérique, Paul, parce qu'il y a quand même un pourcentage non négligeable de la population, plus de 15%, qui n'a pas de compétences numériques dans une économie justement qui est fondée sur cette dimension. Il y a des mesures très concrètes pour accompagner ces foyers de population qui sont exclus de la société en fait. Oui, et puis je pense qu'il faut transformer notre système éducatif. Si vous regardez, il y a 20 ou 30 ans, il n'y en avait pas Internet. Et donc, moi, le système éducatif dans lequel j'ai été, on apprenait plein de trucs par cœur. Mais aujourd'hui, à quoi ça sert? C'est utile d'apprendre des choses par cœur, hein, je dis pas l'inverse. Mais quand vous avez tout en un seul clic sur votre téléphone, c'est peut-être moins utile. Par contre, sur TikTok, à peu près 20% des contenus sur l'actualité diffusent des contre-vérités. Et donc, ce qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes, c'est à comprendre ce qui est une vérité ou une contre-vérité. Et à comprendre de qui vient l'information. Et avoir un esprit critique beaucoup plus affûté. Et donc, il y aura par exemple des cours sur comment on utilise bien les outils numériques qui vont être donnés et qui vont être mis en place. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui est sur le sujet. Mais il faut qu'on arrive à transformer totalement le système éducatif vers l'esprit critique de nos jeunes. Justement, pour conclure, en une poignée de secondes, quelle serait votre analyse sur les scénarios possibles pour l'avenir de la planète? La continuation, la réforme ou la révolution, Paul? Là, vous me parlez de transition écologique, exactement. C'est d'abord être une révolution culturelle. Ce mot dans votre bouche? Révolution culturelle, bien sûr, dans ma bouche. Ça doit être aussi une révolution scientifique. Parce que nous, le chemin qu'on propose, c'est un chemin de croissance. C'est pas le chemin de la décroissance où on s'arrête de vivre, on n'a plus d'emploi, on arrête de faire de la croissance. Et donc pour réussir à continuer à faire de la croissance et à créer de l'emploi et à générer des ressources pour payer notre hôpital, payer notre santé, payer notre recherche, payer notre système éducatif, il faut continuer à croître, mais il faut innover pour rendre notre économie beaucoup plus efficiente et arriver au zéro carbone à 2050. Et nous, on pense que c'est possible. Merci beaucoup, Paul Midi, de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux de votre mandat et son impact sur notre société. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de découvrir comment les industriels pilotent la transition numérique et environnementale et aussi, mais surtout, s'appliquent à protéger nos données. Le numérique pour tous, spécial public-privé, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial public-privé. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Christophe Négrier, directeur de la société Oracle France. Oracle qui est un acteur incontournable pour chacun d'entre nous dans le traitement de nos données. Oracle, vous êtes partout, Christophe, partout autour de nous, mais on ne sait pas toujours concrètement quelle est l'activité d'Oracle. Bonjour Vanessa. Alors l'activité d'Oracle, on est un acteur technologique de taille mondiale et notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans la gestion de leurs données, de leurs applications les plus critiques. Vous le disiez, on n'a pas toujours un nom qui est très connu, mais tous les jours, les Français, lorsqu'ils font appel à leurs services bancaires, à nos services publics, aux services énergétiques, utilisent de la technologie Oracle chaque jour. Alors vous équipez effectivement les clients en système d'information, donc pour faire fonctionner leurs applications. Ce sont des systèmes qui utilisent des serveurs et qui consomment beaucoup de data. En même temps, c'est une préoccupation essentielle des Français aujourd'hui d'utiliser à bon escient la data. Comment vous arrivez à piloter justement des serveurs green ou une utilisation raisonnée? Alors, si déjà le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre et c'est surtout 9% de croissance de celle-ci tous les ans. Donc, c'est un sujet qui est clé. Donc, la première chose à faire, c'est pour un acteur industriel comme nous, c'est de mettre en place des solutions que je qualifierais de green cloud avec des objectifs qui sont clairs. Le nôtre, c'est la neutralité carbone de toutes nos installations en 2025. Mais, à titre d'exemple, en Europe aujourd'hui, 100% de nos centres de données utilisent déjà de l'énergie 100% renouvelable, avec des impacts qui sont vertueux. On a ouvert une région à Marseille l'année dernière. Cette région, elle utilise de l'eau qui est polluée pour refroidir nos serveurs et réaliser le chauffage du quartier qui est juste à côté. Donc aujourd'hui, notre stratégie, elle repose sur plusieurs piliers, notamment la circularité, la durabilité des composants. On réutilise 99,6%
de ce que l'on installe, on va le réutiliser dans un second usage ou un troisième usage. Donc on a beaucoup aujourd'hui de mesures que l'on met en place chez nous pour justement essayer de prendre la mesure de cette croissance et rendre cette explosion de données la plus raisonnée et raisonnable possible. Alors j'ai envie de vous poser une question en tant que fournisseur de solutions logicielles et au nom de la performance. Il vous arrive parfois de faire un arrêt sur image et de vous dire que ce qui est techniquement possible n'est pas forcément éthiquement souhaitable ? On le disait tout à l'heure, aujourd'hui tout va très vite et le numérique a explosé à la faveur de la crise Covid malheureusement, dépassant souvent à la fois le régulateur, surprenant les Français eux-mêmes. Et je crois qu'on a déjà un effort important de pédagogie à réaliser. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'on voit la technologie parfois pour les mauvais côtés, mais aujourd'hui, elle a d'énormes apports dans notre société. Prenez l'exemple de l'IA. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur ce sujet-là. Aujourd'hui, l'IA, c'est un formidable vecteur d'innovation pour permettre aux hommes et aux femmes de faire des choses plus intéressantes, d'être moins en risque, mais ça doit être contrôlé, s'assurer que des biais ne soient pas créés. Et puis, je pense qu'il faut aussi avoir des convictions. Et aujourd'hui, Oracle, typiquement, évidemment, on n'opère plus du tout en Russie, mais ça fait des années qu'on a cessé l'ensemble de nos activités en Chine, par exemple. Alors, justement, votre société Oracle est une société américaine. Les informations que vous stockez pour vos clients sont dans ce qu'on appelle des clouds, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'ordinateur lui-même, mais ils sont dans des gros systèmes de réseau externalisés. À quelle législation sont assujetties les données pour protéger les citoyens français, par exemple ? Alors, on est une société d'origine américaine, mais ça fait 40 ans qu'on est installé en France et ça fait 40 ans qu'on accompagne nos clients, je le disais tout à l'heure, dans la gestion de ce qu'ils ont de plus critique. Et donc, cet enjeu de souveraineté, c'est un enjeu auquel on fait face tous les jours. On a plein de réponses. La première que je vais vous donner, c'est on a déployer en Europe un cloud que l'on qualifie de souverain en créant une société 100% européenne qui emploie des personnels 100% européens et qui a des centres de données séparés de l'ensemble de nos autres centres de données pour assurer aux consommateurs que leurs données seront gérées par ce personnel européen au sein d'une société qui soit européenne. Mais de manière générale, il faut quand même se poser la question de souveraineté, sécurité. En France, le débat, il est très teinté de législation, de loi. Il est très animé sur ces sujets-là, mais il ne faut pas mésestimer l'impact numéro 1 qui est celui de la cybersécurité. Et oui, parce qu'il y a quand même 76% des Français qui sont préoccupés par la protection de leurs données. Donc là, vous avez les moyens de les rassurer avec un dispositif comme celui-là. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que vous parliez de cloud, tous les clouds ne se valent pas et que la qualité de l'outil industriel, elle est importante. Mais je vous ferai un parallèle. Aujourd'hui, mettre ces données dans le cloud, c'est un peu comme à une certaine époque, est-ce que je devais garder mon argent sous mon matelas ou est-ce que j'allais le mettre à la banque ? Aujourd'hui, je suis persuadé que mettre ces données dans le cloud, à partir du moment où c'est un cloud qui est transparent, qui est sécurisé, qui donne un certain nombre de garanties, c'est sécuriser ces informations de meilleure manière qu'en les gardant sur son ordinateur ou d'où viennent majoritairement les attaques. Il y a un autre chiffre, 53% des Français pensent que leurs données sont bien protégées sur Internet. Donc ça veut dire qu'il y a l'autre moitié qui pense qu'elles ne sont pas bien protégées. Et donc on met quand même des données fiscales, des données privées. C'est quoi ? C'est la pédagogie qui peut rassurer ? Quels sont les éléments de preuve ? Pour moi, c'est vraiment cette notion de pédagogie et se rendre compte des investissements et de l'apport de la technologie quant à la sécurisation. Aujourd'hui, les acteurs industriels, cet enjeu de cybersécurité, c'est l'enjeu numéro 1, la continuité de service, la qualité de service, la performance, la résilience du système. On est dans un monde de multicrise sans cesse qui change. C'est un enjeu qui est clé. Les acteurs industriels l'ont saisi, investissent. Oracle le fait au premier chef. Et vous qui voyagez beaucoup, la France est suffisamment bien équipée en termes de protection de données de ses citoyens si on compare avec les autres pays européens ? Alors, moi, je suis très fier de ce qu'on fait en France. Je pense que l'exemple du campus cyber qui a été installé dernièrement, c'est un excellent exemple où on peut permettre à un écosystème de travailler ensemble, des sociétés de tous horizons, de toute taille, qui vont contribuer à mettre en avant des solutions, à créer des solutions, parce que il reste tellement de choses encore à créer, de façon à répondre au mieux aux menaces de ce nouveau monde dans lequel on évolue, avec toujours plus de numérique. Oracle est très fier de faire partie du campus cyber et d'y contribuer
distribués, mais vraiment au sein d'un écosystème qui est ouvert. Concrètement, ce cockpit cyber, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a aujourd'hui des équipes qui travaillent avec d'autres acteurs qui peuvent être parfois vus comme des concurrents, comme des clients, avec non pas un biais mercantile ou commercial, mais bien de échanger sur des technologies pour proposer une meilleure cyber, une meilleure éducation et de meilleures solutions à l'ensemble des utilisateurs aujourd'hui sur le territoire. Alors il y a un sujet aussi, un domaine dans lequel vous êtes très présent, c'est celui de la santé. Et ça, je pense qu'il faut rappeler ce que vous faites très concrètement, parce que vous avez été à côté de nous pendant toute la période du Covid, et plus encore. Exactement, et plus encore. Donc Oracle, le domaine de la santé, c'est un domaine qui est stratégique. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 1000 hôpitaux qui s'appuient sur de la technologie Oracle pour gérer leurs données les plus critiques. Aujourd'hui, Oracle a racheté l'année dernière une société qui s'appelle Cerner pour 27 milliards de dollars, de façon à pouvoir accélérer la numérisation de l'ensemble du parcours et de permettre dans les hôpitaux à des soignants de soigner et non pas faire de l'informatique avec une meilleure efficacité, avec plus de moyens mis sur le soin et non pas sur mettre des rustines de façon à réparer un système. Donc c'est un sujet qui est clé pour nous, sur lequel on investit. Il faut savoir que pendant la crise du Covid, 40% des essais cliniques mondiaux ont été réalisés sur de la technologie Oracle. On a mis à disposition nos technologies pour tout un tas de gouvernements, de façon à ce qu'ils puissent quelque part sampler et gérer au mieux leur campagne de vaccination, détecter les variants. C'est un sujet qui pour nous est très très important. Christophe, on parle beaucoup, on en a parlé avec Paul, de réindustrialisation des territoires. Quel est votre rôle précisément pour accompagner les PME notamment ? Oracle, on est un fournisseur de technologie, et je pense que dans la réindustrialisation, il y a un enjeu d'efficacité qui est clé, et on se voit comme un vecteur, un contributeur à lever tous les freins vers l'accès à ce que je qualifierais d'industrie 4.0, les nouveaux process industriels numérisés de bout en bout, et on participe à la création de ces processus numérisés, efficaces, agiles, sécurisés. On le fait avec nos clients. Je peux vous donner un exemple, l'industriel breton Kersia, qui travaille dans la sécurisation du monde alimentaire, s'appuie notamment sur certaines de nos solutions pour mettre en place ces processus industriels flexible et sécurisé. Alors, on a beaucoup parlé de votre activité, mais s'il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'activité. Et je sais que vous avez une politique de ressources humaines et de recrutement qui est assez disruptive. Qu'est-ce qu'on trouve chez Oracle qu'il n'y a pas ailleurs, justement ? Alors, on trouve des choses, il y a plein de choses. La première des choses qu'on va trouver, c'est des campagnes de recrutement ou des programmes qui s'appuient non pas sur des diplômes, mais sur des compétences. On a mis en place un programme qui s'appelle Generation O, comme Oracle, dans lequel on recrute non pas sur je viens de l'école ABCD, mais quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, on intègre tous les ans des jeunes que l'on va former au sein de nos équipes, au numérique, dans comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à l'ensemble des sujets dont on vient de parler. On réalise aussi des ateliers de développement, de codage, comme on dit, pour des enfants. On en fait certains dédiés pour les filles, parce que cet enjeu de parité dans le monde du numérique, on est encore très loin d'avoir gagné la bataille. Et donc, donner le goût du numérique à des petites filles, aujourd'hui on le fait. On fait aussi du mentorat avec un lycée à Bagneux pour des élèves qu'on accompagne à mieux comprendre. Vous parliez tout à l'heure de Français qui n'ont pas de compétences numériques. On essaye modestement de travailler et de s'impliquer sur ces sujets. Donc juste avec le bac, ou même moins qu'avec le bac, on peut rentrer chez Oracle. Alors aujourd'hui, on prend des gens qui ont vraiment des compétences, et non pas dans le programme Generation O. On va pas demander si c'est bac, pas bac. Ce qu'on veut, c'est quelles sont les compétences que l'on a, où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on veut le faire. Très bien. Paul nous disait tout à l'heure que le rythme de l'innovation n'était pas forcément aligné sur celui de la régulation. Si vous aviez un message à passer justement aux représentants de l'institution qui est Paul Midi. Je crois que pour moi, ce qui est vraiment clé, c'est d'avoir un régulateur qui protège et non pas un régulateur qui freine. Il y a plein de choses que l'on fait qui vont dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut aller plus loin, ne pas confondre couleur d'un passeport et sécurité. Mais c'est des sujets avec lesquels on discute, Oracle, avec le gouvernement. On est très fiers de participer à ce débat qui est super riche en France. Donc ça, un régulateur qui encourage, qui protège, mais qui freine pas. Merci beaucoup, Christophe Négrier, Oracle, Paul Midi. Merci. Je rappelle le nom de votre programme, Paul, si on veut participer. Alors, vous pouvez, c'est sur mission-midi.fr. Voilà, vous trouvez ça sur Internet.
Et en 15 minutes, vous pouvez contribuer à soutenir les startups et les PME innovantes. Donnez votre avis sur l'avenir de la Constitution. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.